tous et bienvenue dans notre émission À vos droits. Aujourd'hui, nous allons parler d'une problématique importante, la question du patient mineur dans son parcours de soins ainsi que de ses droits. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir deux Mathilde, toutes deux étudiantes en Master 2 droit de la responsabilité médicale au sein de l'Université catholique de Lille. Pour commencer, je vous propose de faire un bref rappel. Le patient mineur est protégé au titre de ses droits fondamentaux comme tout patient, comme le droit à la dignité ainsi que le droit au respect du corps humain, mais il est également protégé au titre de ses droits propres au domaine médical, comme son droit à l'accès aux informations, son droit au secret médical, même si on le verra en pratique, il est très réduit. Le patient mineur est un patient particulier, on le sait. Il est incapable juridiquement, ce sont ses parents qui consentent aux actes. Ses droits sont énormément réduits. Il est vrai que le mineur peut décider de garder certaines informations secrètes. On le verra s'il s'oppose expressément. En effet, il dispose de son droit à l'information médicale, mais en pratique, il faudra bien évidemment s'adapter pour que l'information soit compréhensible pour le mineur selon son degré de maturité. Il est vrai, il a fallu attendre beaucoup de temps pour que le mineur se voie reconnaître des droits en matière médicale, mais la Convention d'Oviedo avait déjà fait un premier pas en avant, puisque dans son article, elle nous dit que tout patient a droit au respect de sa vie privée concernant ces informations relatives à sa santé. On voit dans cet article que il y a une volonté d'inclure le patient mineur dans son parcours de soins, une volonté aujourd'hui retranscrite dans le Code de la santé publique. Une prise de conscience a eu lieu quant à la nécessité de rendre le mineur acteur de sa santé en le rendant plus responsable, notamment dans le cadre du refus de soins. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec vous. Mathilde, tout d'abord, pouvez-vous nous éclairer sur un élément essentiel pour bien comprendre la problématique, la question du discernement? Bonjour. La question du discernement des mineurs est une question très délicate. En effet, le terme mineur regroupe des situations qui sont bien différentes. Nous retrouvons des nouveau-nés, mais également des mineurs presque majeurs, du coup de 18 ans. Les droits ne seront pas exercés de la même manière entre un enfant de 17 ans et un enfant de 8 ans, mais également entre un enfant de 8 ans et un autre du même âge, puisque tous ont des degrés de maturité différentes. Il faut alors apprécier leur discernement au cas par cas, en appréciant notamment l'âge, le degré de maturité, mais également la situation personnelle de chaque enfant. Je vous remercie, mais pouvez-vous nous expliquer, parce qu'il arrive fréquemment qu'un patient mineur arrive chez un professionnel de santé sans forcément être accompagné de ses représentants légaux, comment est-ce en pratique? Alors bonjour, oui, en pratique, l'enfant peut être accompagné chez le médecin par quelqu'un d'autre que ses représentants légaux. Ça peut être un grand-père, une grand-mère, un beau-père ou également une nourrice. Mais dans ce cas-là, les textes sont clairs. Si l'enfant est accompagné par un tiers, ce sera toujours les représentants légaux, c'est-à-dire ceux qui ont l'autorité parentale, qui devront consentir à tout acte médical. Et en principe, aucune procuration ne peut être faite au tiers. Je rebondis tout de suite sur ce que vous dites. Comment donc agir lorsque les représentants légaux ne sont pas présents, ne sont pas localisables? Je pense notamment au cas du patient mineur étranger. Comment fait-on pour concilier les intérêts du patient mineur tout en respectant la loi sur le sujet? Lorsqu'un mineur étranger est isolé, est identifié en France, il est confié à l'aide sociale à l'enfance. Et comme pour la question précédente, même confié à un tiers, les représentants légaux de l'enfant conservent l'autorité parentale et donc le pouvoir de consentir ou non aux soins concernant leur enfant. Ainsi, en principe, c'est à eux de consentir aux soins, mais la plupart du temps, ils sont impossibles à contacter, voire à retrouver. Donc, en l'absence de décision de tutelle ou de délégation d'autorité parentale, il est impossible de délivrer des soins aux enfants mineurs étrangers. Il existe tout de même une exception qui concerne les soins urgents et les soins indispensables à la santé du mineur, qui eux peuvent se dispenser de l'accord des représentants légaux. Une autre possibilité subsiste, c'est le cas du mineur qui est couvert par la couverture maladie universelle. Dans ce cas, il peut consentir lui-même à ses soins. D'accord, je vous remercie pour ces explications. Parlons maintenant d'un sujet qui a énormément évolué. Je pense à la santé sexuelle des patients mineurs. Et effectivement, souvent, ils se refusent à communiquer leurs informations à leurs parents. Est-ce qu'il existe une disposition particulière à ce sujet? Alors oui, il existe un cas particulier où le mineur retrouve pleinement l'exercice de ses droits concernant des actes de prévention, de traitement ou de dépistage pour sauvegarder sa vie sexuelle et reproductive.
Selon la loi, le mineur peut décider pleinement, dans ce cas-là, de décider pour les actes concernant sa vie sexuelle et reproductive. Et ainsi, les représentants légaux n'ont pas le droit d'être informés de sa santé sexuelle et reproductive, ni de consentir à ces actes, et n'ont pas le droit non plus d'obtenir les informations. Mais pour cela, le mineur doit exprimer clairement sa volonté de tenir dans l'ignorance ses représentants légaux. Ensuite, l'infirmier qui est en charge du mineur doit obtenir la réitération du refus. Et après avoir obtenu la réitération du refus du mineur, l'infirmier, évidemment, garde le secret sur la santé sexuelle et reproductive du mineur. Néanmoins, il faut ajouter que le mineur doit se faire accompagner par une personne majeure de son choix. Merci encore pour ces explications. Désolée, mais je ne peux m'empêcher de parler de cette affaire que j'ai vue récemment. Il s'agissait de parents qui refusaient les soins nécessaires à leurs enfants. Il s'agissait de témoins de Jéhovah, si je ne m'abuse. Effectivement, vous avez raison, il y a plusieurs affaires liées aux enfants des témoins de Jéhovah. Vous le savez, en principe, les témoins de Jéhovah refusent toute transfusion sanguine, mais pour leurs enfants également. Or, il y a eu des cas où, pour sauvegarder la santé de l'enfant, les médecins sont passés outre ce refus et ont transfusé tout de même les enfants. Les parents ont alors décidé de poursuivre les médecins en justice, mais les tribunaux ont toujours refusé de donner raison aux parents et ont toujours considéré que les médecins avaient fait ce geste dans l'unique but de préserver la santé du mineur. Encore récemment, la Cour suprême du Canada a donné raison aux médecins qui avaient alors transfusé un enfant. Il existe également d'autres situations où les représentants légaux vont refuser les soins pour leurs enfants mineurs, concernant les actes indispensables à la santé du mineur, mais également les actes urgents. Les médecins peuvent se dispenser de l'accord des représentants légaux et donc passer outre leur refus. Également, lorsque la décision de refus ne leur paraît pas justifiée, les médecins peuvent passer outre ce refus, mais par une procédure collégiale. Hormis ces hypothèses extrêmes, par principe, les professionnels de santé vont respecter le choix des parents après les avoir dûment informés des conséquences de leur choix. D'accord, je vous remercie. Alors, j'aimerais préciser les propos de Mathilde, si je peux. Bien sûr, allez-y. Il y a des limites au refus de soins exprimés par les représentants légaux du mineur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils doivent impérativement agir dans l'intérêt de l'enfant. Par exemple, si des parents refusent certains soins, ils doivent alors prendre des décisions alternatives si d'autres solutions leur sont proposées, par exemple par un médecin. Dans une autre hypothèse, si les parents refusent des soins urgents, cela peut s'apparenter à des sévices pouvant être signalés au procureur de la République. Mais il faut également noter que l'absence de signalement, alors qu'il existe un péril imminent pour le patient, peut constituer un délit de non-assistance à personne en danger, dès lors qu'il existe un risque imminent que les sévices se reproduisent. Et à noter également que dans le code pénal, le fait que les parents refusent de faire des soins à leur enfant mineur, les médecins peuvent signaler aux autorités compétentes ce refus de soins concernant les représentants légaux. D'accord, je vous remercie. On voit qu'il y a quand même une sorte de conciliation entre les deux. J'ai une dernière question à vous poser avant que vous nous quittiez. Lorsque le patient mineur refuse ses soins, comment analyse-t-on son refus? Et existe-t-il des cas récurrents où le patient mineur va refuser ses soins? C'est vrai qu'à l'inverse de la question précédente, il y a également des cas où le mineur va refuser des soins pour lesquels ses représentants légaux ont consenti. Or, en principe, le mineur ne bénéficie pas d'un droit au consentement. Dans ce cadre, les professionnels de santé vont devoir apprécier au cas par cas le refus de ce mineur en essayant d'instaurer un dialogue afin de chercher l'adhésion à ces soins, alors même qu'il ne bénéficie pas d'un droit au consentement, on le rappelle. Alors j'ajouterais quand même qu'il y a des cas ou des situations où les professionnels de santé n'arrivent pas à convaincre le mineur. Et dans ce cas-là, il est peut-être préférable de renoncer aux soins, mais lorsque ce renoncement n'entraîne pas évidemment une aggravation de l'état de santé du mineur. Mais cependant, si l'état de santé du mineur s'aggrave en raison d'une absence de délivrance de soins, évidemment que le professionnel de santé peut passer outre ce refus. Et enfin, pour compléter cette question, il ne faut pas oublier que le mineur dispose d'un droit de veto qui va pouvoir interdire la délivrance de soins pour lesquels ses représentants légaux ont consenti. Encore une fois, cette question est à apprécier au cas par cas par les professionnels de santé, notamment au regard du discernement de l'enfant. Les professionnels de santé vont alors privilégier l'information médicale,
Nous retrouvons par exemple le cas d'un mineur qui souffre d'un cancer, qui se sait condamné et dont le traitement le fait souffrir. Dans ce cas, s'il exprime son refus et qu'il est conscient des conséquences de ses actes, les professionnels de santé vont établir une réunion pour essayer de pallier cette opportunité. Donc, en toute hypothèse, le consentement du mineur est recherché, même s'il ne bénéficie pas d'un réel droit au consentement. Pourquoi ? Parce qu'un traitement a beaucoup plus d'effet lorsque le patient qui le suit le consent. D'accord. Je vous remercie. On voit donc que petit à petit, le législateur a réduit la place autrefois accordée à l'autorité parentale en octroyant de plus en plus de droits pour le patient mineur. On voit que le droit au consentement, qui de base n'est pas du tout accordé au patient, l'est un peu plus. Le mineur malade, selon son âge de degré de maturité, vous nous l'avez expliqué, va pouvoir plus ou moins donner son avis sur le soin. Bien évidemment, on adaptera, comme vous nous l'avez dit, l'information au patient. Il pourra donc, par exception, refuser ces soins, bien évidemment, si il n'y a aucune explication et qu'on encourt une aggravation de l'état de santé du patient mineur, le médecin pourra passer outre le refus du patient mineur. On pourrait donc terminer en disant que le consentement du patient mineur est une brèche dans le droit à l'autorité parentale. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode avec nous. Je vous remercie toutes les deux. Merci. Et je vous dis à très bientôt.